très peu de gens le savent, mais moi, comment j'arrive aux grandes gueules d'RMC ? Je vais en bas de leur immeuble. Ah, c'est comme ça. Mais les gens le savent pas. Mais à l'ancienne, j'ai un côté très vintage. Et en fait, j'arrive en bas de l'immeuble d'RMC, véritablement, en me disant que je vais aller rencontrer Alain Marchal et Olivier Truchot, qui sont les deux présentateurs vedettes de... Oyez la popu et bienvenue sur Artisan d'Esprit, le podcast qui met en avant les gens qui font tout pour s'accomplir. Avant toute chose, sache que c'est un podcast indépendant, ce qui veut dire que je fais tout seul. Donc, le seul moyen de donner de la force, c'est de partager et de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Ceci étant dit, c'est tout de suite la partie 2 avec Rose Hamzienne. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Mais ouais, je crois que j'ai besoin à chaque fois de voir l'étape d'après. Juste parce que on était peut-être limité au départ, mais je m'interdis, moi, de l'être aujourd'hui. Ok, je vois. Et donc, je ne me pose pas de limite. Mais qu'est-ce que tu as appris pendant ces 10 années à la banque ? Alors, au-delà de la vie des Français, ce que j'ai appris, c'est qu'en réalité, on est capable de tout. Enfin, l'être humain a une grande liberté. Ce que j'ai appris, c'est que nos propres limites, c'est nous-mêmes. Mais véritablement. Alors bien évidemment, il y a des limites financières, il y a des limites parfois culturelles, il y a des limites en termes de compétences, mais on peut toutes les faire tomber. La limite qu'on a le plus de mal à faire tomber, ce sont nos propres blocages. Bien sûr. En réalité. Il faut déjà les identifier. Exactement. Et donc je crois que la chance que j'ai pu avoir, c'est de me dire, je suis capable de tout. Et de toute façon, j'ai quoi à perdre ? Et ça, c'est le bonheur du commerce. On t'apprend en tout cas, moi, j'ai appris très jeune que c'était une question de proportionnalité. Ouais. Tu as plus de chances d'avoir des oui à partir du moment où tu frappes à plus de portes. Donc, et c'est le b.a.-ba du commercial, tu vois. C'est en fait, tu vas te prendre beaucoup de non, mais à un moment donné, ça va fonctionner. Par contre, si tu frappes sur 4 portes, tu auras moins de chances d'avoir un oui. Donc, c'est la probabilité, en fait. Et donc, moi, j'ai compris qu'il fallait que j'augmente mes probabilités, et c'est comme ça que j'ai appris à me créer des opportunités. Tu te focuses pas sur le nom, mais tu te focuses. En fait, tu te déconnectes ton cerveau. Personne n'est jamais mort d'un non. Bah oui. Non, mais franchement, sincèrement, qu'est-ce que je risque ? La personne, elle me dit non. Et je passe à l'étape d'après. Ou je passe à la personne d'après. Et je crois qu'il faut apprendre à maîtriser peut-être notre ego aussi. Ouais. Et je crois que c'est... le commercial m'a peut-être désensibilisé dans ce non. Tu sais, dans cette prise de recul. Le mec te dit pas non à toi. Ouais. Tu vois, il te dit non parce que ça l'intéresse pas. Et je crois que ça m'a... La prise de recul, elle a été forgée assez jeune. Et donc, du coup, je sais que même si je prends attache auprès d'une structure, d'une personnalité, si j'ai un non, et tu sais, très peu de gens le savent, mais moi, comment j'arrive aux grandes gueules d'RMC ? Je vais en bas de leur immeuble. Ah, c'est comme ça. Mais les gens le savent pas. Mais à l'ancienne, j'ai un côté très vintage. Et en fait, j'arrive en bas de l'immeuble d'RMC, véritablement, en me disant que je vais aller rencontrer Alain Marchal et Olivier Truchot, qui sont les deux présentateurs vedettes Et en fait, mon parcours associatif fait que j'ai rencontré un mois auparavant sur un débat au Sénat sur l'image des quartiers populaires dans les médias, pleinement mon sujet. Ouais. Donc je vois ce Maxime Daridan, s'il nous écoute encore une fois, il y a tellement de gens qui nous écoutent. Et du coup Maxime Daridan, ce grand monsieur qui me fait coucou. Donc c'est lui qui te reconnaît en plus. Oui, il me reconnaît. Hein. En plus moi, je suis là, je suis en train de sniper en me disant ouais, il est où Olivier, il est où Alain. Moi je suis dans mon truc. Puis il me dit mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je lui déballe mon truc en lui disant bah écoute voilà, je trouve que ça manque de pluralité autour du plateau, il y a des choses qui sont parfois même inadmissibles qui sont dites, je crois apporter un regard différent. Et il me regarde, il me dit mais je t'ai donné mes coordonnées il y a un mois. Et il me dit je t'ai même dit que tu serais très bonne en télé. Et je lui dis
Vraiment, hein, je crois que je dis, ouais, alors? Et je lui dis, t'es pas Alain, t'es pas Olivier? Et il rigole, et il m'a dit, t'es vraiment venu en bas de l'immeuble pour les... Non, il m'a dit, le mec, lui, comprend pas mon référentiel ghetto. Tu vois? Il se dit, mais la nana, elle veut un truc, elle va en bas. Ouais. Et je crois que tu sais, j'ai commencé par dire que j'étais quelqu'un de très pragmatique. Moi, j'ai une logique très simple, hein. C'est ça que je veux, je vais les voir. Voilà. Et c'est basique, mais tellement simple. Bah, t'as cherché la connexion directe, en fait. Direct. Moi, tu sais, en commerce, encore une fois, on te dit que t'es à 3 poignées de main de quelqu'un, c'est tellement vrai. Donc, en fait, moi, j'allais juste chercher la bonne poignée de main, tout simplement. Et donc, il me dit, bah, écoute, je te fais rentrer dans la maison. Comme ça, si tu les croises, ce sera peut-être un peu plus facile que sur le trottoir. Donc on rentre, véridique, encore un Indien dans la ville, hein, j'arrive, Christophe Barbier, t'as Bourdin, enfin je les vois tous, bon, c'est très, je suis pas impressionnée, hein, mais c'est sûr que tout m'amuse. Ouais. Je suis un peu une kiffeuse, j'ai un peu une âme d'enfant, les choses me font beaucoup rire. Moi, tout m'amuse et je suis toujours très joyeuse de vivre des choses. Et puis même si ça marche pas, c'est marrant parce que quand on regarde à la télé, pas du tout. Je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. Mais t'as vu qui on met en face? J'ai le Rassemblement National. Tu crois vraiment que je suis là pour faire des blagounettes? Mais non. Mais je suis quelqu'un pleine de vie en réalité. Mais oui, c'est juste que j'ai tellement à traiter des sujets particulièrement sérieux que en face. J'ai quand même des gens qui ont, pour certains, on dira pas de nom, des pathologies. Donc oui, tu te doutes bien que à ce moment-là, j'ai d'autres chats à fouetter que de raconter, ou même juste. Mais honnêtement, à la pub, hors antenne, je rigole beaucoup. Enfin, moi, ça m'arrivait. Par exemple, la dernière fois, j'arrive en plateau. Avant de poursuivre, hein, mais t'inquiète pas, j'ai le fil. Hein. J'arrive en plateau et on m'annonce, oui, Jean Messia, il est là, donc et il annonce qu'il quitte Reconquête. Ok. Et je regarde moi j'écris tout sur mon iPad et je lui dis t'es sérieux? Mais comme ça, je lui dis t'es sérieux? T'as flingué toutes mes punchlines et tout le monde rigole. Et en fait, je suis comme ça. La dernière fois, Christine Kelly, l'émission se termine et du coup Jean-Marc lui dit ça va, t'as tenu au niveau des audiences, même quand Éric Zemmour est parti à la présidentielle, les audiences se sont pas écroulées, tout le monde pensait que ça allait s'écrouler. Et elle me dit oui, donc, et il lui dit au final c'est toi qui tiens la baraque. Et je lui dis ouais, et puis bon, c'est fidèle un facho. Et pareil, rire. Mais c'est-à-dire que moi je suis très nature. Et en fait, ce que les gens très souvent me disent ouais, t'es très cinglante, mais en réalité c'est que je ne me censure pas. Alors j'ai une posture beaucoup plus sérieuse parce que j'ai conscience que la parole publique m'oblige. Je suis pas là pour faire des vannes. Ça peut m'arriver de faire de l'humour, mais j'ai conscience que sur 1 heure d'émission, en réalité, tu vas peut-être parler entre 13 et 15 minutes, d'accord? Que la parole des gens qui sont pas issus de la politique ou autre, elle est plutôt rare sur les plateaux. Donc moi, je prends conscience de cette responsabilité et j'essaye, en tout cas à chaque émission, d'avoir quelque chose de pertinent à transmettre. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être cette posture très sérieuse. Mais mon naturel, je suis beaucoup plus avenante, beaucoup plus agréable en réalité. Et ça, ils le savent parce qu'en antenne, je le suis beaucoup plus. Donc, c'est là la différence en fait de personnalité qu'on peut penser percevoir. Mais c'est ça aussi qu'il faut déconstruire, c'est que moi, du peu de choses que je connais par rapport aux émissions de ce type-là. Attends, je reviens. Non, mais j'arrive dans l'immeuble. Ah oui, c'est vrai. Non, mais attendez, parce que là, je suis sûre qu'il y a les gens qui disent, elle a perdu le fil. Je n'ai pas perdu le fil. Non, mais juste pour recoupler, au final, ils sont pas là, parce que c'était un vendredi midi, donc ils étaient partis en week-end. Ça travaille pas beaucoup, hein, une GG, là, le vendredi après-midi. Et du coup, il fait un mail, il m'a dit, écoute, ils sont de toute façon en plein recrutement. Okay. Donc, ton profil va forcément les intéresser. Je leur fais un mail et normalement, la productrice te rappelle. Et je le regarde et je lui dis cette phrase fantastique. Je lui dis, mais je t'explique. S'ils m'ont pas rappelé, tu le sais que vendredi prochain, je vais être là. Et en réalité, lundi, la productrice m'appelle et elle me fait un entretien. Et elle termine l'appel par dire, écoute, quand est-ce que tu as un moment pour qu'on fasse un essai? Et moi, tellement naïve,
connaît pas le milieu de la radio et de la télé. Je lui dis un essai pour savoir comment je parle devant une caméra, pour faire des tests voix. Non, mais pour faire des tests voix. Elle me dit, ah non, pour être dans une émission où on commence le test. Et je dis, ouais, très bien. Et donc, en fait, elle m'appelle le lundi, le mercredi, je suis à l'antenne et c'est comme ça que ça démarre. Donc, comme quoi, n'ayez pas peur du non. N'ayez pas peur du non. Tu vois, on parle souvent du plafond de verre. Ouais. Il existe. Ouais. Et il y a une phrase très sympa de Moral Chiboud, qui est l'ancien DG de Cnova, pour ceux qui connaissent ses discounts et autres. Et il dit, et au-delà du plafond, une fois qu'on a pété le plafond de verre, il y a le plafond de béton. Donc il y a toujours un plafond au-dessus de nous pour nos profils, entre guillemets. Et je suis assez d'accord. Sauf que avant d'aller quelque part, la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est de nous cogner sur plafond de verre. La pire chose qu'il y a, c'est le sol collant. Ouais. C'est celui qui nous oblige à rester dans notre tête terre. Ouais. Il y a pas de souci, on aime nos quartiers, on n'a pas honte d'où l'on vient. C'est pas, mais le sol collant, c'est celui qui nous empêche en fait d'avancer, qui nous empêche d'aller découvrir le monde, qui nous empêche parfois d'aller vivre d'autres carrières, d'aller presque embrasser nos destins. C'est ça, c'est le sol collant, le bitume qui nous accroche. Et c'est celui qui nous fragilise vraiment. Complètement. Et d'ailleurs, t'as plein de jeunes qui te disent quand ils réussissent, oui, il faut pas oublier les potes, mais en même temps, quand ils sont en cours de réussite, faut en esquiver certains parce que sinon, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, comment tu te détaches en fait ou des mauvaises influences, ou même parfois juste comment tu te détaches en fait de ta peur ou de ton confort. Sortir de sa zone de confort, c'est exactement ça. C'est comment, à un moment donné, je me mets en danger ou j'affronte le fait de vivre autre chose que je ne connais pas. Dont se confronter au rejet. Exactement. Et parfois. Et c'est pour ça que je dis, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de nous cogner sur le plafond de verre. C'est-à-dire que si on se cogne sur le plafond de verre, c'est que déjà on a essayé, c'est que déjà on est dans la construction, c'est que déjà on avance. Alors après, les gens comme toi, comme moi, comme d'autres, notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de plafond de verre. Ouais. Mais par contre, la part de chacun, c'est d'essayer de se décoller effectivement du bitume, tu vois, ce sol collant. Et ben ça, alors bien évidemment, on doit aussi transmettre à cette jeunesse pour qu'elle ait le courage de le faire. Mais on a du coup sa part de responsabilité individuelle, se dire ok, j'y vais, tu vois. Ouais, c'est ça. Et justement, ma question qui était quand tu te retrouves dans une émission, peut-être quelque chose à déconstruire, mais on sent une ambiance très souvent, en tout cas dans ce type d'émission où il y a des débats, très anxiogènes, tu vois. Moi, de ce que je vois, pour moi, c'est juste une espèce de mise en scène. On défend un peu les arguments, mais... Non, alors en fait, il n'y a pas d'animosité, c'est-à-dire que moi, je suis pas là pour détester les gens. Ça voudrait dire que je suis dans l'émotion. J'ai pas d'ennemis. J'ai des adversaires. Et donc, moi, je suis pas dans l'animosité avec les gens. En revanche, il y a de la tension. Ouais. Il y a de la tension parce que les sujets sont épidermiques. Et moi, je refuse qu'on insulte littéralement des gens dans notre pays. Donc forcément, on en arrive à avoir des débats houleux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave tant qu'on arrive en fait encore à débattre, à se faire entendre. Et c'est vrai que sur certains plateaux, je suis sur des plateaux hostiles. Ouais. Clairement, je suis là, je suis un peu seul contre tous parfois. Oui, c'est vrai. Et alors, j'ai au moins je vais pas dire la chance d'être là, ni le courage d'être là, mais je suis là. Je suis là et t'as l'opportunité d'être là. Ouais, c'est ça. Et puis en tout cas, j'utilise cette opportunité pour dire ce que j'ai à dire. Et c'est vrai, ce qu'on m'a souvent dit, c'est Rose, tu te démontes pas. Parce que je suis pas là en fait pour convaincre les gens qui sont sur le plateau. Ils sont déjà convaincus de ce qu'ils racontent. Je suis pas là pour les convaincre. Moi, je suis là pour convaincre ceux qui écoutent. C'est-à-dire que si dans ceux qui sont particulièrement éloignés de mes opinions, ils arrivent à être sensibles à l'un de mes arguments, c'est-à-dire que quand tu fais mouche, quand tu arrives à abîmer quelque part l'argumentation de l'autre, si j'arrive à en convaincre certains, j'ai déjà fait une partie du job. Et si j'arrive à conforter tous ceux qui se sentent humiliés, entachés par ceux qui écoutent ce genre d'émission, j'ai fait une partie du job. Ouais, voilà, ouais. C'est surtout ça. Mais tu sais, très souvent, je dis, il y a des plateaux où je débat et il y a des plateaux où je combats.
Et donc, il y a des plateaux où j'ai le temps de poursuivre une réflexion, où c'est plutôt calme et apaisé. Et d'ailleurs, on est plus sous une forme d'interview. Ouais. J'ai une chaîne YouTube, hein, on peut voir Ouais. les émissions où je suis plus dans le débat, dans la réflexion. Et puis, il y a des plateaux où je combats. Ring. Exactement, où effectivement, sur certains sujets, je suis dans l'affrontement, je suis dans le clash. Je suis pas fan de la culture du clash, mais parfois elle est nécessaire parce que il y a des choses à remettre en place. Bien sûr, bien Il sûr. y a des réalités à remettre en place et quand je dois le faire, je le fais. Et encore une fois, ce que je remarque, c'est que t'as peut-être pas fait du droit, t'as peut-être pas été avocate, mais tu vois, cette forme de combat-là, où tu défends des arguments, c'est aussi la partie avocate de... Oui, non, mais qui est en toi. je plaide. Ouais, Je plaide, bien évidemment, je plaide. Et d'ailleurs, je prends soin. Tu sais, très souvent, je le vois, la plupart des beaux débats, c'est un peu parce que j'ai travaillé, mais beaucoup parce qu'en face, ils le font pas. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, lorsque je travaille un sujet, d'ailleurs même avant une émission, parce qu'en réalité, le sujet, tu l'as le matin même, donc t'as pas Ouais. le temps de travailler. Ouais. Par contre, moi, des grands sujets de société, je prends le temps de les travailler, je prends le temps de lire. Je prends le c'est-à-dire que temps... t'anticipes, quoi qu'il arrive. Ouais, tu sais, il y a des sujets... Ouais, c'est tellement... c'est Ouais, un peu ouais. cyclique. Ouais. Tu vois, par exemple, je suis devenue formatrice de formateurs en laïcité. Ok, J'aurais jamais imaginé un jour me former à la laïcité. je savais pas que ça existait. perso. Mais c'est tellement, c'est des formations de l'État et c'est tellement en fait important aujourd'hui de recadrer ce que dit en fait les lois de laïcisation qui arrivent avant la loi de 1905, de comprendre le contexte historique, ce qu'il y a en termes de contenu, quels sont les articles de cette loi et ce que dit la Constitution, ce que dit, et ça. L'idée, c'est pas juste de déballer sa science, mais c'est de comprendre, en fait, et d'avoir des arguments. La dernière fois, j'ai un des porte-parole du Rassemblement national qui te parle des racines judéo-chrétiennes de la France. Très bien, oui, certes. Je lui dis, mais du coup, à partir de quel moment, pour vous, l'islam deviendra une religion française? Il bug. Et j'ai dit, non, parce que l'islam, en France, c'est le 7e siècle. J'ai dit, donc, vu que vous avez, en fait, apparemment timé, à partir de quand démarreront les racines? Et il y a un silence. Et je crois que c'est ça aussi, enfin, à un moment donné, la connaissance, d'être en capacité, en fait, d'aller rechercher, pas des arguments, mais mon bon sens fait qu'à un moment, je vais aller à la recherche des informations, Ouais. tu vois. Et donc, oui, j'essaye d'allier parfois de la rhétorique, mais elle suffit pas. La rhétorique, le bon jeu de mots, c'est jamais suffisant. C'est derrière, en fait, comment tu alimentes ta réflexion, en fait, avec des faits, avec des chiffres, avec ouais. des études. Et je crois que bien combiner les deux, ça permet d'être un peu efficace. Après, des fois, ça clash un peu parce que il y a effectivement, je suis pas sûre qu'il y a une scénarisation, mais je crois que certains effectivement cherchent un peu leur buzz. C'est forcément. Mais tu vois, par exemple, quand je sors de plateau, je sais jamais quand un moment va se poursuivre. Enfin, tu vois, il y a rien de calculé en réalité. Moi, j'y vais parce que j'ai préparé en fait ce que j'ai envie de dire, ce qui est important de dire. Mais des fois, je vais mettre une claque. Et je l'avais même pas programmée en fait. C'est ça. Et c'est juste que elle est sortie à ce moment-là parce qu'effectivement en face la personne est en train de m'exaspérer et puis ou même je vais reprendre son argument mais sans être enfin tu vois par exemple quand j'ai c'est beaucoup le Rassemblement national mais alors elle c'était Reconquête où elle me dit oui comme ces bars qui refusent l'accès aux femmes et à Marseille et je dis donnez-moi un nom. Ah oui, je m'en souviens de ça. Et en fait, elle me dit, je vous y emmène. Et en fait, cette phrase me fait tellement rire. Et je regarde Jean-Marc et je lui dis, elle est mignonne. Et je dis, non, vraiment, vous êtes mignonne, madame. Et c'est très condescendant. Mais je le sors tellement naturellement, mais parce que ce niveau, en fait, d'audace, d'être en capacité de dire, en fait, à quelqu'un qui connaît. Alors, pour le coup, en plus, j'ai vécu pendant 5 ans dans le Sud et j'ai travaillé en grande partie à Marseille. Venir me dire je vais vous y emmener, non quoi. Ouais. Non. Et je crois que je le lui dis, mais c'est vrai que je le dis avec ma facilité, mais on a cette culture-là aussi un petit peu dans nos quartiers pour refaire un peu le lien avec nos parcours de
peut-être la punchline facile, l'argumentation, la vanne, parce que effectivement, ça tire peut-être aussi à balles réelles, mais ça tire aussi verbalement. Il y a la culture aussi du rap où ça clash beaucoup. Ouais. Et je crois que en termes d'argumentation, ça m'a aussi beaucoup forgé. Et puis j'ai une famille où on débat beaucoup, quoi. Justement, t'as cette capacité à recadrer parce que souvent on déforme tes propos. Enfin souvent, oui. C'est déjà arrivé qu'on déforme tes propos. Et on comprend que le poids des mots c'est hyper important. À quel moment tu t'en es rendu compte de ça ? J'ai toujours compris que avoir des facilités communicationnelles était importante. Mais tu vois, moi, je suis toujours surprise quand on me dit que je suis quelqu'un d'éloquente. Je crois pas être quelqu'un d'éloquente, en toute transparence. Non, mais véritablement, c'est même pas de la fausse modestie. Hein. Je crois pas être quelqu'un d'éloquente. En revanche, j'ai appris à parler avec mes tripes. C'est-à-dire que je n'ai pas de... c'est ça être éloquent, c'est parler avec ses tripes, son cœur, tu vois. Et c'est ça, mais c'est juste que ma référence de l'éloquence, c'était les citations, c'était les grandes phrases. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait être tout à fait éloquent, mais au sens percutant, en juste décrivant sa réalité, en juste parlant avec son cœur ou ses tripes. Et donc, par définition, je le suis ou je le suis devenu, mais je me suis jamais considérée comme telle en réalité. Et après, j'ai peut-être cultivé ça ces dernières années, mais plus parce que en fait, je m'intéresse plus au fond qu'à la forme en réalité. Après, c'est juste que c'est beaucoup ma personnalité qui fait. Aussi peut-être parce que j'ai une mère qui est très vanneuse. Ah ouais? Ouais, ma mère est une grande vanneuse. Elle est très sarcastique. Ouais. Et je crois que ça aussi, ça joue énormément. Ouais. Alors, tu vois, il y a comme quoi les compétences qu'on a, etc. C'est à la fois dans sa famille, à la fois dans le quartier, à la fois à l'école, à la fois au travail, fréquentation, etc. Exactement. Toi, on a bien compris que tu aimais bien aller au culot. Ça t'a ouvert une première porte pour aller à la radio. Aujourd'hui, tu interviens chez CNews. Ouais. Donc, tu as quitté les Grandes Gueules. C'était en 2019, je crois. En fait, ouais, j'ai quitté les Grandes Gueules. J'ai atterri pendant 1 an chez Laurence Ferrari. Et après, je faisais un tout petit passage chez les intellos d'LCI. Un tout petit passage. Et après, je faisais Morandini BFM. Voilà, c'est ce que je fais. BFM, je suis plutôt en tant qu'invité associatif sur... je dis des bêtises, j'ai fait BFM Story avec 90 secondes pour convaincre, où tu viens avec ton pitch et tu essayes de convaincre les autres chroniqueurs éditorialistes. Et aujourd'hui, j'y fais plus en tant qu'invité. Effectivement, par contre, Morandini, ça fait un petit moment. Et alors, bizarrement, sur toutes les émissions, moi, j'aimais bien le format de 90 secondes pour convaincre parce que c'est un sujet qu'on défend. Et moi, j'étais assez fière quand j'arrivais à convaincre. Par exemple, sur la laïcité, j'ai réussi à convaincre Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles et Fatima Benomar qui est féministe plutôt d'extrême gauche. Ouais. Quand t'arrives les deux à les convaincre dans ta position de la laïcité, c'est que t'es plutôt au bon endroit, quoi, et que t'as bien pris la teneur de l'exercice. Donc ouais, mais beaucoup me disent que au final le format de Morandini me va bien. Bon, c'est pourquoi pas. C'est peut-être parce que c'est un peu dynamique, mais en fait, chaque émission est intéressante dans son format en réalité. Après, ce qui est embêtant, c'est comme tu le disais tout à l'heure, quand on essaye de t'enfermer dans des propos, surtout que en réalité, j'ai des positions bien plus nuancées, mais parce que c'est tellement facile de vouloir enfermer les gens en fait dans une position. Sauf que la vie, c'est pas un camp contre un autre. Déjà parce qu'on est tous dans le même bateau, le bateau France, parce qu'on fait tous partie de la même communauté nationale, et donc vouloir nous cliver, c'est quelque chose de ridicule. Mais par contre, j'essaye effectivement d'apporter de la nuance, qui est pas toujours simple dans ces formats d'émission. Et par contre, je refuse qu'on me prête des propos que je n'ai pas dit. Donc même quand Morandini en tout cas tente de m'enfermer dans un propos, je le reprends à la volée. Mais parce que ça reste en fait. Et quand je te disais que tout à l'heure que j'ai
j'accorde de l'importance à la parole publique. Moi, je refuse qu'on m'enferme en fait dans des propos qui ne sont pas les miens. Donc non, je reprends, quitte à entériner le propos de manière un peu plus juste. Ouais, c'est important, bien sûr. Aujourd'hui, tu es directrice d'agence qui s'appelle Résilience Emploi Conseil. Alors ça, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Réellement, mon entreprise porte mon nom, c'est pas. Mais Okay. mais effectivement, l'ancienne, c'était Résidence Emploi Conseil. Et est-ce que tu es toujours fondatrice du mouvement Ouais, toujours. Move éthique Territoire, des mouvements pour l'émancipation des territoires. Move Territoire. Ok, super. Et alors, comment on arrive là-dedans? Explique-nous un petit peu. Le mouvement associatif. Ouais. Tout ça. Je pense que j'ai un peu baigné là-dedans depuis très jeune. On m'a beaucoup sollicité. On parlait tout à l'heure hors podcast de l'association Ziva. Donc j'ai toujours donné beaucoup de mon temps à l'associatif. Et à un moment, je me suis dit pourquoi ne pas créer quelque chose qui ressemble à tes constats et que tu ne trouves pas. Moi, je trouvais que par exemple, on débattait beaucoup dans les quartiers, sauf qu'on débattait beaucoup trop de nous sans nous. Alors après on pourra définir ce qu'est le nous, mais je trouvais que dans nos institutions on nous occultait un peu. Et donc Move Territoire, ça a beaucoup commencé avec des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat où justement l'objectif c'était de ramener des personnes qui vivent dans les quartiers populaires dans ces instances pour débattre. Et quand je ramène des speakers, les speakers ne débattent pas entre eux, ils débattent en réalité avec le public. Donc c'est comme ça qu'on a commencé le débat sur l'éducation, sur la laïcité, sur l'immigration, sur l'économie, et qu'on a ramené des gens comme Pascal Blanchard, Nicolas Cadenne, Jacques Attali, des gens avec des univers totalement différents. Et l'objectif, c'était effectivement que chacun prenne sa place. Ok, super. Eh ben écoute, j'ai un petit truc à te faire écouter rapidement. Ouais. On en parlait tout à l'heure, tu te souviens de l'amie qui se reconnaîtra? Oui, elle se reconnaîtra. Voilà. Eh bien, t'as laissé un petit message, je voulais te le partager. C'est vrai? Ouais. C'est trop chou. Allez, Rosa Méziane en quelques mots. Une femme courageuse, ambitieuse, travailleuse. C'est une femme de terrain qui est animée par de fortes valeurs et c'est cadeau. Elle est drôle et elle chante très bien. Elle est trop mignonne. Mais c'est touchant, faut pas me faire des trucs comme ça, c'est trop mignon. Elle s'appelle Amélia, vous la connaissez peut-être sous le nom de Peace and Love sur Peace and Food. Peace and Food, oh là là, Peace and Food sur Instagram. Exactement. Et elle te connaît. Oui, très bien. Et ça te fait quoi de l'entendre? C'est une amie, ça me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un que j'adore véritablement. Tu vois, on parlait des barrières limitantes. Clairement, c'est une femme extraordinaire. Je lui renvoie tout le compliment, sauf sur le côté travail, parce qu'elle a tendance à procrastiner. Mais non, c'est une femme exceptionnelle, très. Elle analyse énormément, elle a beaucoup de cœur, une vraie sensibilité et une vraie joie de vivre. Et j'aime beaucoup ça, l'audace aussi qu'elle a quelque part de vouloir vivre en totale adéquation avec ses valeurs. J'ai pas besoin de le cacher, elle est la compagne de Human Edge, de Najib, qui lui aussi vit pleinement de sa folie de vouloir rencontrer 8 milliards d'humains sur Terre. Et je trouve qu'ils se sont particulièrement bien trouvés. Et voilà, j'admire ces gens qui vivent pleinement de leur conviction et aussi de leur utopie. Voilà. Donc, et il en faut. Il en faut. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, mais j'honore les utopiques parce que c'est grâce à eux qu'on a l'envie de changer le monde. Et je crois que sur notre planète, on a besoin des utopiques pour penser un monde meilleur et des pragmatiques pour le construire. Pour avoir un cap. Exactement. Je suis d'accord. On arrive bientôt à la fin du podcast. De ce moment magique. Incroyable, on se régale. Elle, franchement, quand même, c'est une vraie fuite de gaz. Elle balance que je chante. Tu veux pas nous chanter un petit truc d'ailleurs? Tu veux que je... Oh, non, on peut pas faire ça. Mais c'est mignon. En tout cas, moi, à chaque fin d'épisode,
j'essaie de faire un parallèle avec les cultures urbaines, au sens très très large. Bien sûr. Je me suis creusé la tête et je vais être très honnête, j'avais du mal à trouver. C'est vrai? Ouais, Pourtant, j'adore Wallen. Ouais, mais tu vois. Tu vois? Mais je me suis dit, puisqu'on voit plus tes passages sur les émissions télé que ce que tu fais toi. Oui, c'est vrai. Donc, mais je pense que c'est un peu aussi une volonté. Je mets ce que je fais à titre associatif. Après, je sais que ça peut m'arriver de mettre une photo de mon papa, de ma maman. Mais pas que je cultive le secret, c'est juste que j'ai toujours eu le sentiment que c'était pas utile. Oui, et puis c'est normal aussi, tu vois. Donc, et c'est pas vraiment, j'ai mon jardin secret. Non, c'est juste que j'y trouve pas une utilité particulière. Donc, bien sûr. Mais non, pourtant, non, j'ai une culture urbaine. Bon, après, c'est sûr que tu me verras pas non plus demain un concert de rap, mais ça dépend. Encore une fois, tu vois, là j'ai vu sur l'Instagram d'Abdelmalik que Wallen allait peut-être refaire un concert. Je suis comme une dingue. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Hip Hop Symphonique de chez Move. D'accord. Incroyable. J'ai pas reçu mes invitations, tu vois. Je pèse pas assez. Il fallait être vif. C'est gratuit, mais il fallait être très très vif. Et elle a chanté l'Olivier, c'était incroyable. Elle est magique. Ouais. Mais toi, on n'est pas dans le rap, on est dans la lecture. On est dans un conte. Si je te parle de Antoine Saint-Exupéry, tu connais? Ouais. Il est né le 29 juin 1900 à Lyon et il a disparu en vol le 31 juillet 1944 au large des côtes marseillaises. En tout cas, c'est un écrivain, c'est un poète, c'est aussi un aviateur et un reporter français. Ouais. Et il a écrit Le Petit Prince. Oui, je vois qui très est bien. Très, très, très coté. Tu vas pas faire le parallèle avec la rose dans Le Petit Prince? Non. Okay. Merci, heureusement que t'as pas dit ça. Et en fait, donc, pour rappeler aux auditeurs, c'est un conte philosophique qui emprunte à la fois de la légèreté et du pessimisme vis-à-vis de la nature humaine. La nature humaine. Tu vois comment j'ai commencé à faire le parallèle ou pas? Je vois. Et ça devient très vite un immense succès mondial. Là, ce que je suis en train de te lire, c'est la source Wikipédia. D'accord. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais bien sûr, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde qui a nourri Wikipédia. Voilà. Et en fait, ça m'a rappelé le passage avec le renard. Tu vois? Et je vais te le lire, le passage. Je t'aurais un peu flingué ta chute si t'avais parlé de la rose. De la rose, ouais, grave. Donc, il y a le petit prince qui voit le renard et qui lui dit « Eh oh, viens jouer avec moi ». Et le renard lui répond « Je ne peux pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé ». « Que signifie apprivoiser ?» dit le petit prince. Et bien, le renard, il répond « Cela signifie de créer des liens. Pour moi, tu n'es encore qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. Pourtant, je ne suis qu'un renard semblable à 100 000 renards. Et si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. » Et ma question est la suivante. Est-ce que toi, à ta façon, t'essayes pas d'apprivoiser chaque Français finalement? Ça fait très politique, ça. Ouais. T'as commencé par dire que j'avais pas d'engagement politique. Je sais pas si j'essaye d'apprivoiser chaque Français, mais je crois que j'essaye d'apprivoiser pas la noirceur, mais les peurs et les appréhensions, en fait, de certains Français. Ouais. Je crois. Pas forcément les personnes dans l'absolu, mais effectivement, certaines peurs, certaines incompréhensions, certaines méconnaissances. Et donc, oui, je pense que si j'essaye d'apprivoiser, c'est peut-être cela. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous vivons tous ensemble. On parle beaucoup de vivre ensemble. J'ai plutôt tendance à parler de faire ensemble, de construire ensemble. Et l'idée, c'est pas juste de vivre côte à côte, on le fait déjà en réalité, mais c'est comment on a ce même sentiment d'appartenance et comment on construit l'avenir, parce que nos gamins auront la même vie, nos gamins seront amenés à s'unir aussi, et qu'on peut pas, on ne vit pas dans des réalités parallèles. On vit dans un monde complexe avec des gens qui ont leur individualité, et on est tous acteurs et victimes de parfois des grands sujets de société, et c'est comment en fait en tout cas le rôle qu'on a nous, c'est d'essayer de
les apprivoiser, de les comprendre, de les déconstruire parfois. Et je crois que c'est un peu essentiel. Alors, je sais pas si j'utilise le bon canal pour le faire, en toute transparence. Mais c'est ce canal-là aussi qui s'est un peu posé à moi. Peut-être qu'il y en aura d'autres à un autre moment, mais pour parler de la télé, c'est quand même ce que 2 millions de Français font. Donc c'est pour ça que j'y suis, pas pour être vue, mais entendu. Ok. Mais entendu. Donc voilà. Mais après, bien évidemment, n'oubliez pas d'éteindre la télé. Aussi, regarder par la fenêtre, c'est bien. Vraiment. Saluez votre voisin, allez faire quelques pas dans la rue. Et ouais, effectivement. Mais je crois qu'en plus, en grande majorité, les gens vivent leur vie. Alors, bien évidemment, on écoute la télé parce qu'on se tient informé. Mais de plus en plus de gens s'y détachent parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas. Et je crois que si j'ai un rôle, un peu comme le Nokia 3310, c'est de faire la connecting people, c'est d'essayer de reconnecter des gens et de leur faire comprendre que on n'a peut-être pas les mêmes réalités et pour autant on peut avoir les mêmes visions. Super. J'ai une dernière question pour toi. Mais je t'en prie. Tu connais les nègres marrons ? Ouais. Si tu devais faire le bilan. Calmement. Ouais, calmement, toujours. Oh, je suis pas encore assez vieille pour faire un bilan. Franchement, je suis pas encore assez vieille pour faire un bilan. Il y en a plein qui me le disent, ça. Non, mais parce que c'est vrai, déjà parce que je ne déclarais pas mon âge, mais... De toute façon, j'ai une surprise pour toi. Je crois que c'est ce bouton-là. Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. C'est mon neveu qui est fan de Kylian Mbappé l'imite très bien. Il s'appelle Hayden, j'embrasse d'ailleurs. Il imite très bien Kylian Mbappé. Non, je suis pas sûre que je puisse faire un bilan. Alors, si je dois te faire une confidence et si on était sur un divan de psy, je te dirais justement que je refuse de faire un bilan parce que j'ai le sentiment de n'en faire jamais assez. Tu vois, donc je crois que ça m'angoisserait de faire un bilan parce que tu vois déjà j'ai l'impression d'avoir jamais le temps de tout faire. J'ai envie d'avoir 1000 vies pour pouvoir essayer de concrétiser tout ce que j'ai envie de faire. Je sais que c'est pas possible. Donc, tu vois, ça me pose un vrai cas de conscience aujourd'hui de faire un bilan. Puis, un bilan pourquoi, en plus? Tu vois, comptablement parlant, on fait un bilan parce qu'on veut décaisser des bénéfices, tu vois, ou qu'on veut réinvestir. Je vois pas là en fait quel serait l'intérêt pour moi de faire un bilan dans la mesure où pour moi je suis encore pleinement dans l'action et j'ai tellement de projets et tellement d'envie encore que ça me ferait bizarre de faire un bilan. Parce que des fois t'as des gens, ils ont besoin de... C'est quelque chose de légitime de se demander si on est fier de nous, tu vois. Oh, j'ai pas besoin d'être fier de moi. Je peut-être un peu que mon père et que ma mère le soient. Mais j'ai pas besoin d'être fière de moi en réalité. Parce que je suis quelqu'un de très intuitive. C'est-à-dire que je fais les choses parce que ça me fait kiffer et donc je le fais. De pas m'être trompée, c'est déjà pas mal. Tu vois. En réalité, tu sais, dans la vie, on fait avec ce qu'on a. On essaye de faire du mieux que je peux. Tu vois, si j'ai fait du mieux que je peux être fière déjà. Mais en réalité, je ne me gargarise pas de réussite, tu vois. J'ai pas... j'ai bien gagné ma vie, j'ai eu des réussites, bien évidemment, professionnelles. Mais en soi, je trouve ce sentiment un peu complexe, la fierté. Comme si ça renvoyait indirectement à des frustrations, tu vois, non comblées. En réalité, je crois que on doit tous essayer d'être très indulgents à l'égard de nous-mêmes. C'est important. Moi, j'ai tendance à être très pas dure avec moi-même, mais très exigeante avec moi-même. Donc, j'ai du mal à me sentir fière de moi.
mais je me sens pas non plus mauvaise, tu vois. C'est juste que j'ai pas envie de me poser la question. J'ai juste envie de me dire, est-ce que à ce moment-là, t'as fait du mieux que tu pouvais? Si j'ai fait du mieux que je pouvais, ça va. Sinon, la seule chose qui compte, c'est OK, qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine fois? Et je crois que, tu vois, en sortie de plateau, je peux ressentir parfois de la frustration de ne pas avoir dit suffisamment efficacement mon idée ou d'avoir eu un échange peut-être un peu trop houleux et qu'on soit passé à côté de mon propos. Tu vois, ouais, je vais ressentir peut-être cette frustration-là, mais je me dis, OK, d'accord. La prochaine, comment j'ai réussi quelque part à me faire enfermer et comment j'impacte la prochaine fois. Mais tu vois, sortir de plateau fier ou pas fier, ou même après un événement associatif, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir à avoir échangé, mais pas forcément de fierté. Je crois que c'est un sentiment qui... La fierté, je préfère la ressentir dans le regard de mon père ou de ma mère, pas sur un sentiment personnel. Ouais. Faites du mieux que vous pouvez, c'est déjà pas mal. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rose? À boire un café au coin de la rue. Non, où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver lors des événements associatifs, énormément, à l'antenne aussi. Et puis, de manière générale, je suis libre sur Instagram. Donc, si vous avez une action à mener sur vos territoires, notamment à l'égard de la jeunesse, des mamans des quartiers, je réponds un maximum pour être présente. Donc, si vous voulez me voir, en fait, organiser des actions sur votre territoire. C'est surtout ça. Magnifique. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. C'est terminé avec Rose Hamzienne. Merci beaucoup. C'était un plaisir. 3 choses que je retiens. En 1, tout est une question de probabilité. En 2, le culot paye. Tu veux quelque chose, va le chercher. Aussi simple que ça. Et en 3, ne jamais se reposer sur ses acquis. Continuer de développer des connaissances.